exceptionnel parce que nous recevons en exclusivité Maître Hervé Guamené, un membre du collectif des avocats, du président Gbagbo Laurent, de Blé Goudé, notre ministre, et de la première dame Simone Yvette. Il est aussi le président de la Fondation des droits de l'homme de Côte d'Ivoire et Afrique, donc du FIDOC. Maintenant, nous vous présentons l'intellectualisme au service des droits de l'homme, donc des opprimés. C'est le docteur Boka Sako Gervais, président international des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, qui après avoir parcouru toute l'Europe, s'est rendu aux États-Unis et dont il vient à peine de rentrer. Docteur Boka Sako Gervais, présentez-nous votre Fondation des droits de l'homme, ensuite votre invité, Maître Hervé Guamené. Je vous remercie de la question. Écoutez, la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique, la FIDOP, est une structure qui œuvre dans le domaine de la défense, de la protection et de la promotion des droits de l'homme. C'est ensemble avec des amis que nous avons monté cette structure-là pour, selon nous, combler un petit vide, c'est celui de faire la liaison entre le politique et le social. Parce qu'on a pu simplement observer que quand le milieu politique est en crise grave, les droits de l'homme s'en trouvent beaucoup plus violés dans la société. Et donc nous avons créé la FIDOP, la Fondation des droits de l'homme, pour former, pour éduquer non seulement les leaders politiques, mais également la population à connaître ses droits. Vous m'avez demandé de présenter notre invité. En réalité, Maître Hervé Guamené, ce qui n'a pas été dit dans votre présentation, c'est qu'au-delà de ce qu'il était un grand avocat, donc avocat de toutes nos personnalités de la Côte d'Ivoire, victimes de la crise que nous connaissons aujourd'hui, il est également un grand militant des droits de l'homme. Il a été président de l'APDH, Action pour la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, avec qui nous avons beaucoup travaillé. Nous avons beaucoup travaillé aussi également avec même les structures des droits de l'homme des Nations Unies sur le terrain. Je crois même qu'il est un des responsables aussi d'une structure africaine des droits de l'homme également. Et donc sa visite en Italie est très importante parce que quelqu'un qui est sur le terrain à Abidjan a vécu la situation en même temps que nous, mais lui il a continué puisque jusqu'à aujourd'hui il réside à Abidjan et il fait le pont entre Abidjan et la Cour pénale internationale, la Haye, où se trouvent certains de ces hauts responsables qu'il défend. Je pense que l'Italie, nous sommes gâtés, mais c'est toute la résistance africaine, c'est tous les panafricanistes qui sont gâtés par sa présence, et on ne pouvait pas ne pas lui arracher quelques mots. Donc nous vous remercions, vous-même, qui êtes des médias, de nous donner l'occasion, de lui donner l'occasion, de donner les informations, les toutes dernières en tout cas, pour ce qui est de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, mais également de la situation des prisonniers politiques, tant en Côte d'Ivoire qu'à la Cour pénale internationale. C'est un plaisir pour nous de le recevoir. D'entrée de jeu, je souhaiterais poser une question à Maître Guamené. Je voudrais savoir, peut-on savoir l'objet de votre visite en Italie? Écoutez, je suis en Europe depuis le lundi 21. Je ne pouvais pas ne pas être à Paris et ne pas arriver en Italie. En réalité, je suis venu en Italie pour rencontrer mon cher frère et collègue, le docteur Boga, avec qui nous partageons donc la direction de la FIDOP. Et donc, il était important, après notre dernière rencontre en novembre 2011, que nous puissions nous rencontrer pour faire le point de nos activités aussi bien à Abidjan qu'en Europe, là où il réside. Donc, c'est une visite non seulement de courtoisie, une visite fraternelle, mais c'est également une visite de travail avec mon frère et collègue. Je ne pouvais pas également être à Florence, là où il est, et puis ne pas arriver à Parma, qui est quand même la capitale de la FIDOP en Italie, là où réside le bureau pratiquement de la FIDOP. Et donc nous sommes là aujourd'hui à Parma, après plusieurs rendez-vous
manquer pour échanger avec les frères, pour se connaître et également pour partager. Ma deuxième demande est simple. Vous arrivez d'Abidjan. Peut-on avoir un aperçu de l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Écoutez, les droits de l'homme ne sont pas toujours bien portés, mais nous savons qu'avec la crise que nous avons connue, la crise post-électorale évidemment, avec son summum entre mars et avril 2011, nous avons connu des très grandes violations. C'est vrai qu'on peut noter quelques améliorations, mais quand même, il y a encore des violations. Des violations qui sont à plusieurs niveaux. Je vais quand même prendre des exemples pêle-mêle. Déjà au niveau même de la liberté de la presse, il faut noter qu'il y a une structure qui est le Conseil national de la presse, qui est un peu l'organe régulateur, mais qui pour nous, depuis un certain moment, est devenu un organe répressif par rapport aux journaux de l'opposition. Il ne peut se passer de semaines ou de mois sans qu'un journal ne soit suspendu. Et nous pensons que ce sont des sanctions abusives. Abusives de par leur régularité et abusives de par ce qu'on reproche aux journalistes. Parce qu'un journal de l'opposition, c'est un journal qui critique les hommes qui sont au pouvoir. Donc on ne peut pas reprocher à un journal de l'opposition de critiquer parce que c'est le rôle et c'est cela la démocratie. Donc au niveau de la liberté de la presse, c'est pas bon, c'est pas meilleur. Non seulement les journaux sont suspendus, mais certains journalistes sont persécutés. Vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, un journaliste a été tué chez lui à la maison. Et donc les violations continuent à ce niveau. Au niveau de la liberté de réunion et d'association, ce n'est pas encore meilleur. Parce que si on a pu noter que le président du FPI, Afin Guessan, après sa sortie de prison, a pu organiser des tournées, ça n'a pas été le cas avant lui, où le FPI n'arrivait même pas à se réunir. On se souvient que tous les meetings du FPI étaient systématiquement réprimandés, attaqués par les FSI, Forces républicaines de Côte d'Ivoire, et par les militants également du RDR. Malgré cela, récemment également, un meeting de la JFPI à Port-Boué, il n'y a pas encore 2 semaines, a été violemment dispersé, il y a eu plusieurs blessés. Donc au niveau de la liberté de réunion, ce n'est pas encore le bon niveau, et ça encore, il y a encore des violations à ce niveau. Je vais parler encore de quelles autres violations au niveau également même des biens, des personnes. Cela me permet également de parler de ce qui est de l'exil. Vous savez que notre constitution ivoirienne interdit l'exil. Et depuis 2011, un certain nombre de personnalités sont en exil, forcées de rester là où elles sont, parce que soit menacées en Côte d'Ivoire, soit parce qu'elles n'ont plus de résidence, les résidences étant abusivement occupées par des forces républicaines de Côte d'Ivoire, ou bien parce que tous les biens ont été réquisitionnés illégalement. Cela m'appelle également à parler de ce que j'appelle la violation du droit au bien-être social, du droit à la jouissance d'une vie convenable. Des personnes qui sont poursuivies pour avoir collaboré avec Laurent Gbagbo se voient depuis plus de 3 ans leurs biens gelés, notamment leurs comptes bancaires ont été gelés. Ils n'ont pas le moindre sou pour survivre et ce n'est pas normal. Des personnes qui se voient pratiquement séduites pour demander qu'ils puissent céder une partie aux impôts avant qu'on puisse dégeler leurs comptes. Nous pensons que ce ne sont pas des violations, ce ne sont pas des situations qui sont normales. Il y a également le droit à l'accès à la justice, ou bien une justice équitable qui, comme vous le savez, est violée. Vous savez que depuis depuis que le nouveau pouvoir est au pouvoir, il y a des actions en justice qui ont été engagées aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au niveau international. Mais ce que nous notons, c'est qu'il s'agit pratiquement d'une justice des vainqueurs. Parce que, voyez-vous, même là, le rapport qui a été commandité par le gouvernement actuel et qui était dirigé par une commission qui était dirigée par la présidente actuelle de la Commission nationale des droits de l'homme, ce rapport allait de ce que dans les 2 cas, il y a eu des violations. Ce rapport allait que, aussi bien dans le cas de Ouattara que dans le cas de Laurent Gbagbo, des personnes ont commis des violations graves, ont commis des crimes, ont commis des infractions. Mais jusqu'à présent, 3 ans après, il n'y a qu'au niveau seulement des proches de M. Gbagbo qu'il y a des procédures. Et au niveau de ces procédures encore, il y a des violations flagrantes de ce qui est des droits de procédure, de ce qui est même la question des détentions. Vous vous souvenez que M. Charles Blé Goudé a été détenu, alors là, arbitrairement, de façon injustifiée pendant 14 mois. Ça, c'est tout à fait contraire, non seulement à notre constitution, mais également aux conventions internationales sur les droits de l'homme dont la Côte d'Ivoire est impactée. On ne peut pas détenir un individu pendant plus de 14 mois au secret. Un individu qui est placé sous mandat de dépôt, donc sous la main de la justice,
mais qui est détenu dans un lieu secret et qui est contrôlé par un ministre de l'Intérieur. Ça, ce sont des violations flagrantes et insupportables de droits de l'homme. Charles Blé Goudé, certainement aujourd'hui à la CPI, mais Dibo Pieux, Jean-Yves, également détenu dans ces conditions. Depuis plus de 15 mois, l'on ne sait où il est détenu. Ses avocats n'ont pas accès à lui et ce n'est pas normal. C'est le cas également de Jean Abbaye également. Voilà. Au niveau également des procédures, les procédures sont pratiquement viciées. Des personnes sont arrêtées, des personnes sont emprisonnées sans tenir compte même des immunités dont elles bénéficient. Au niveau parlementaire, au niveau des institutions internationales. Et donc, voyez-vous, tous l'un dans l'autre, nous disons que les droits également des personnes dans la justice ne sont pas respectés. M. Ouattara parle de croissance en Côte d'Ivoire. Est-ce que le citoyen lambda ressent réellement cette croissance? Et de quoi parlent ces dirigeants? Est-ce que réellement il y a une croissance en Côte d'Ivoire? Je vais peut-être parler également du niveau de vie. La vie est pratiquement devenue chère et la population n'arrive plus à se nourrir. Au niveau social, il y a beaucoup de licenciements. Il y a beaucoup qui ont perdu leur emploi. Beaucoup n'arrivent pas également, tous ceux qui sont dans le privé, à s'en sortir parce que la situation économique est devenue très complexe. Bon, nous, ça nous fait sourire. C'est bien beau qu'on dise qu'il y a de la croissance. C'est bien beau que sur papier, il y a peut-être une croissance, mais dans la réalité, nous ne sentons pas la croissance. Les ménages ne sentent pas la croissance. Je vous disais tantôt que dans la fonction publique, dans les sociétés d'État, l'on licencie à outrance, que ce soit à la SOTRA, la Société de transport migratoire, que ce soit au port, que ce soit à la RTI, la Radio-Télévision nationale, il y a des licenciements à outrance. Et donc, comment dire qu'il y a une croissance alors qu'on licencie? Il y a des augmentations des denrées alimentaires. Les familles n'arrivent plus à nourrir correctement les enfants. Les enfants n'arrivent plus à aller correctement à l'école. Je veux bien qu'il y ait de la croissance, mais pour l'instant, je crois, à mon avis, qu'il s'agit d'une croissance illusoire, d'une croissance fictive. J'attends donc, en tout cas les Ivoiriens attendent la matérialité de cette croissance. Mais c'est bon en tant qu'Ivoirien qu'on ait de la croissance, mais elle n'est pas encore effective. Une des demandes qui me circule dans la mémoire, c'est de savoir, mais après l'Italie, vous vous rendrez à La Haye. Peut-on avoir une idée de l'état d'évolution des dossiers du président Gbagbo Laurent et du ministre Charles Blé Goudé? Écoutez, la CPI, depuis novembre 2011, en demandant donc que Laurent Gbagbo, le président de la République, lui soit remis et transféré. Et depuis bientôt 3 ans, la procédure est encore à l'état préliminaire, là où il s'agit de simplement confirmer ou non les charges qui sont retenues contre le président Laurent Gbagbo. Nous avons vu que la dernière audience où la chambre préliminaire devait ou non confirmer les charges, elle a préféré ne pas confirmer, ne pas infirmer, mais donner du temps à Madame la procureure de pouvoir vouloir rassembler des éléments suffisants pour accabler Laurent Gbagbo. En réalité, ce qu'on ne nous a pas dit, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments. C'est que la procureure n'avait pas d'éléments qui pourraient inculper Laurent Gbagbo et la sanction immédiate aurait été la non-confirmation des charges. Moi, on n'a pas voulu ne pas confirmer, on a voulu donner une seconde chance, mais c'est du temps qu'il veut gagner parce qu'en réalité, la procureure n'a pas d'éléments. Elle va tourner, elle n'aura aucun élément pour compléter ce qui lui manque. Parce qu'on reproche, je peux dire, des choses qui n'existent pas à Laurent Gbagbo. En réalité, c'est de la manipulation, c'est de l'exploitation de la justice pour régler des comptes politiques. Voilà pourquoi ils ont tant de peine. Bon, récemment également, on a assisté à la remise et au transfèrement de Charles Blé Goudé, qui lui également subit également les mêmes reproches qui sont faits à Laurent Gbagbo, crime contre l'humanité, pour viol, violence sexuelle, autres. Bon, ça nous fait sourire. Parce que bon, de là accuser Charles Blé Goudé de viol, de violence sexuelle, bon. Dans tous les cas, il est à la CPI et son audience de première comparution, bien de comparution initiale a eu lieu le 27 mars et l'audience de confirmation au nom des charges a été programmée pour le 18 août. Nous osons croire que bon, à cette date-là, les charges ne seront pas confirmées parce que si on a de la peine à avoir des éléments pour Laurent Gbagbo, ce n'est pas pour Charles Blé Goudé qu'on aura des éléments. Donc nous, en tout cas, nous sommes sereins. Nous pensons qu'à un certain moment, les politiques vont se réunir et dire « ça suffit, la comédie a trop duré ». Et toutes ces personnes-là vont revenir dans les pays. Dr Boka Sako Gervais et Maître Hervé Guamine pour une interview.